Emmanuel Macron entamera demain, mercredi, une visite de 4 jours en Chine. Le président français est accompagné par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Quel est exactement l'enjeu de ce voyage? On va voir ça avec nos invités. Philippe Lecor, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes chercheur à l'Asia Society Policy Institute, un centre d'analyse sur la Chine. Antoine Mondaz, merci d'être avec nous également en direct, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de plusieurs pays d'Asie, notamment la Chine. Philippe Lecor, la première question est pour vous. Que vont chercher au juste Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen à Pékin? La priorité, quelle est-elle selon vous? La priorité, c'est de démontrer que l'Europe est unie dans sa démarche globale, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, puisque l'Ukraine va être un des sujets principaux des discussions. C'est aussi de montrer qu'Emmanuel Macron n'est pas seul, il est accompagné par la présidente de la Commission. Il n'avait pas pu accompagner le chancelier Scholz au mois de novembre, mais c'est une démarche conjointe de l'Union européenne et de la France qui vise à faire participer la Chine à la progression des discussions sur l'Ukraine qui, pour l'instant, est extrêmement faible, bien entendu. Antoine Mondaz, vous partagez l'Ukraine, le conflit russo-ukrainien sera au cœur de ce voyage de plusieurs jours? Ce sera très clairement au cœur, puisque dans les 3 axes prioritaires mis en avant par l'Élysée, c'est premièrement les crises internationales et donc la guerre en Ukraine, la coopération sur les enjeux globaux, dont le changement climatique, et les enjeux économiques bilatéraux. Et donc l'Ukraine sera au cœur des échanges entre Xi Jinping et Emmanuel Macron. La question est de savoir quelles sont les attentes de la France en se rendant en Chine. Il faut que ces attentes soient réalistes et donc limitées sur ce qu'est prêt à faire la Chine, notamment si l'objectif est de faire de la Chine le médiateur ou d'obtenir de la Chine qu'elle fasse pression sur la Russie. Cela semble extrêmement peu réaliste, notamment 10 jours après cette visite d'État de Xi Jinping, cette fois à Moscou. Eh bien, on prend la direction de Pékin puisque vous me tendez la perche, chers messieurs. L'Ukraine au cœur de ce voyage. Avec cette question, Xi Jinping peut-il jouer un rôle de médiateur? Les précisions dans la capitale chinoise d'Arnaud Miguet. Xi Jinping est probablement le seul à pouvoir être écouté par le maître du Kremlin en ce moment. D'ailleurs, le dernier voyage à l'étranger du président chinois, c'était à Moscou. Pékin peut-elle jouer un rôle de médiateur? Sans aucun doute. Pékin veut-elle jouer un rôle de médiateur? C'est une autre question. La Chine n'a toujours pas condamné formellement l'invasion russe de l'Ukraine. La Chine parle toujours d'opération militaire spéciale, reprenant le vocable du Kremlin. Et puis Vladimir Zelensky, le président ukrainien, attend toujours un coup de téléphone de Xi Jinping qu'il n'a toujours pas reçu. Et pour jouer les médiateurs, il faut parler à toutes les parties au conflit. Philippe Lecor, la Chine, tout juste auréolée de la réconciliation entre 2 ennemis, l'Iran et l'Arabie Saoudite, peut-elle reproduire la performance entre la Russie et l'Ukraine? Vous savez, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est essentiellement une poignée de main qui s'est faite effectivement en présence du représentant chinois, M. Wang Yi, mais ça n'est pas forcément une réconciliation de long terme entre les chiites et les sunnis. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et la Chine ne nous a pas habitués, c'est le moins qu'on puisse dire, à mener à bien des négociations globales, des médiations, puisqu'on se souvient notamment des accords de Pékin sur la péninsule coréenne. Il y avait eu de nombreuses réunions. La Chine était d'ailleurs plus hôte que médiatrice, et on ne se souvient pas qu'il y ait eu des résultats très probants, puisque la nucléarisation de la péninsule coréenne, en tout cas pour la partie nord, continue. Ceci étant, on est dans une situation où la Chine revient sur le devant de la scène. On est en sortie de Covid, si on peut dire. Le président chinois, le secrétaire général du parti, Xi, a visité un certain nombre de pays. Il s'est rendu au G20. Il a échangé avec de nombreux dirigeants, pas beaucoup avec son homologue américain, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, il fait signe aux Européens et il a reçu coup sur coup, le chancelier allemand, le président du Conseil européen, le Premier ministre espagnol et aujourd'hui, enfin demain plutôt, le président français et la présidente de la Commission. Donc tout ça montre d'une part que la Chine veut être prise en compte parmi
les acteurs de la mondialisation, hein, du multilatéralisme, puisque c'est un mot qui lui est cher. D'autre part, ça montre que l'Europe, c'est peut-être le seul bloc, hein, puisqu'on parle de différents blocs, hein, on est dans un système multipolaire, avec lequel la Chine veut discuter, principalement pour des raisons économiques, puisque l'Allemagne en particulier est un investisseur important en Chine, et l'ensemble de l'Europe bénéficie, si j'ose dire, d'échanges commerciaux très importants, sachant que... Il y a un volet, en effet, avec de nombreux chefs d'entreprise, effectivement, qui font le déplacement. Antoine Bondaz, Xi Jinping, on le sait, veut esquisser un modèle alternatif à l'ordre international établi en 1945. Comment le président chinois considère-t-il la France, mais aussi l'Europe en 2023 ? Alors, la France et l'Europe sont des partenaires importants pour la Chine, premièrement sur le plan économique et notamment parce que l'Europe est très largement déficitaire aujourd'hui. Juste un chiffre, hein, c'est 1 milliard de déficit commercial par jour pour l'Union européenne, quasiment 400 milliards d'euros de déficit par an, c'était le cas en 2022. Mais sur la scène internationale, la Chine n'a jamais considéré l'Europe comme un poids lourd politique. La Chine a toujours essayé de diviser les Européens entre eux, sans jamais les considérer comme une puissance en tant que telle. Pour le cas de la France, c'est un petit peu différent. Alors évidemment, la France est un partenaire en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, mais l'asymétrie avec la France ne cesse de croître. La Chine aujourd'hui, elle a avant tout des relations asymétriques, si ce n'est avec les États-Unis, et c'est bien pour ça que les Européens doivent être pragmatiques et réalistes sur ce qu'ils peuvent obtenir de la Chine. Aujourd'hui, le rapport de force, il est de plus en plus favorable à la Chine et il n'est plus vraiment favorable aux Européens. Ouais, Antoine Bondaz, je juste vous rappeler une citation. Alors tout à l'heure, Philippe Lecor citait Wang Yi, haut responsable chinois qui a fait une opération séduction, si l'on peut dire, en Europe. Il a déclaré que la Chine et l'Europe sont deux forces majeures, deux marchés majeurs, deux civilisations majeures dans un monde multipolaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette opération séduction ? Alors évidemment, ce sont les éléments de langage classiques de la part de la diplomatie chinoise, dont l'objectif est d'essayer de dissocier au maximum l'Europe des États-Unis et d'essayer de fracturer ce qu'ils considèrent de fait aujourd'hui comme un bloc occidental. Or, la réalité, c'est que si dans ce bloc occidental, il y a bien une convergence en matière d'inquiétude et de préoccupation vis-à-vis de la Chine. On le voit par exemple dans les communiqués du G7, les approches et les stratégies mises en œuvre sont différentes. L'Europe essaye de porter une voix propre, notamment en mettant en avant certains concepts. C'est par exemple le cas par la présidente de la Commission européenne lorsqu'elle parle de dérisquage et non pas de découplage. L'objectif, c'est tout simplement de diversifier les partenaires économiques pour réduire les vulnérabilités de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Philippe Lecor, j'imagine que certaines téléspectatrices et certains téléspectateurs disent bon bah voilà, ce grand angle depuis 9 minutes a commencé et on fait comme si Emmanuel Macron et comme si Ursula von der Leyen se rendaient dans un pays classique, si l'on peut dire. Or, Xi Jinping non seulement n'est pas élu démocratiquement, mais il s'est arrogé des pouvoirs exorbitants. Des observateurs parlent d'une dérive totalitaire. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un petit hic, un petit souci de voir aujourd'hui le président français et la numéro 1 de la Commission européenne se rendre en Chine, même si on parle souvent de realpolitik? Bah, écoutez, c'est un choix qu'on peut se poser, auquel on est confronté en tant que démocratie occidentale. Est-ce qu'on veut couper les ponts avec la Chine, comme on l'a fait d'une certaine manière pendant la guerre froide avec l'Union soviétique, mais ce n'était pas de toute façon un coupage de pont complet, puisqu'il y avait les Nations Unies, il y avait des échanges. Mais aujourd'hui, ce pays qui a été fermé pendant plus de 3 ans à cause des mesures zéro Covid, on a besoin de le connaître, on a besoin d'échanger avec lui, on a besoin de développer les échanges humains, notamment entre les étudiants, entre les chercheurs, entre les laboratoires, en tout cas certains d'entre eux, et également au niveau des entreprises. On en parlera sans doute, j'imagine. Je pense qu'il est important de ne pas se couper de la Chine. Maintenant, ne pas se couper de la Chine, on rentre dans la sphère chinoise, de se rendre à Pékin. C'est assez normal que le président d'un pays comme la France fasse une visite une fois tous les 3 ans. D'autant plus, si je puis dire, d'autant plus Philippe Lecor, et là je m'adresse à Antoine Bondaz. Antoine
Antoine Bonaz, que Emmanuel Macron, visiblement, il y a aussi des intérêts, notamment autour de Taïwan. La France surveille de près ce qui se passe dans le détroit de cette région Indo-Pacifique? Alors, la France, comme d'autres pays, et évidemment, la stabilité dans le détroit de Taïwan et plus largement en Indo-Pacifique est une priorité pour la France. Sur Taïwan, la France a toujours été extrêmement prudente et parmi les pays européens et plus largement les pays occidentaux, toujours été un petit peu mal à l'aise. Le fait de parler ouvertement des tensions dans le détroit de Taïwan, c'est récent et dans les documents officiels français, cela commence véritablement en 2022. Le président lui-même s'est extrêmement peu exprimé sur le sujet. Il a évoqué les tensions autour de Taïwan dans son discours aux ambassadeurs de 2022 et dans le vœu aux armées en janvier 2023. Lors de la visite d'État aux États-Unis, une question lui avait été posée dans le format 60 Minutes de CBS. Mais ce qu'on pourrait attendre notamment du président, si la question lui est posée, non pas par la Chine, mais plutôt par les journalistes lorsqu'il arrivera sur place, c'est tout simplement de rappeler que la France, comme l'Union européenne et comme l'ensemble des autres pays, ont un intérêt au maintien de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Et pourquoi est-ce qu'une question risque de lui être posée? Parce qu'il arrivera mercredi sur le sol chinois, le jour où la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen sera en transit en Californie et rencontrera le président de la Chambre des représentants, Mac McCarthy. On se rappelle, lors de la dernière rencontre, c'était en août 2022, lorsque Nancy Pelosi était encore présidente de la Chambre, la réaction de la Chine, la réaction épidermite et évidemment la pression considérable, notamment sur le plan militaire, que la Chine avait alors imposée à Taïwan. Philippe Lecor, le paradigme économique et commercial mondial a changé depuis la pandémie. On sait qu'en France, il y a tout le débat sur la relocalisation. Vous disiez tout à l'heure, on va sans doute parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est important, vous, chercheurs, aujourd'hui, à retenir, en tout cas, de cette visite à la fois française et européenne en Chine en matière commerciale? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas en retenir grand-chose, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une délégation importante d'hommes d'affaires. Beaucoup d'entreprises françaises ont quitté la Chine ces dernières années. D'autres ont réduit le nombre de leurs expatriés. 40% des expatriés français ont quitté la Chine. Certains sont revenus depuis. Il est très difficile aujourd'hui pour une entreprise française d'opérer dans certains domaines. La Chine a mis en place des champions nationaux dans tout un tas de domaines. Vous savez, en Chine, c'est simple. Il y a les secteurs qui servent à la Chine et il y a ceux qui sont concurrentiels. Et donc, il y a de moins en moins de secteurs qui, finalement, sont intéressants pour la Chine parce que la Chine s'est énormément développée et est devenue une puissance quasiment dans tous les domaines. Donc, les secteurs qui l'intéressent, ce sont la biotechnologie, ce sont l'intelligence artificielle, l'aviation, les voitures électriques, un certain nombre de choses qu'elle commence à faire, mais pour lesquelles elle a besoin de transfert de technologie. Or, notre technologie, que ce soit la technologie allemande, française, européenne, eh bien, elle est également, elle doit se protéger. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné lieu, côté européen, à une batterie de mesures défensives, pas seulement contre la Chine, mais contre les puissances qui cherchent à happer la technologie européenne qui constitue notre avenir. Et donc, c'est une façon de se protéger, c'est ce qu'on appelle la sécurité économique. D'ailleurs, Madame von der Leyen en a parlé dans son discours vendredi dernier. Donc, je pense que c'est important. Pour autant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas fermer la porte et il faut qu'un certain nombre d'entreprises françaises continuent d'exister, que ce soit dans le luxe, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'aviation, même si là aussi des concurrents vont poindre dans les prochaines années. Je pense à l'avion C919 produit par la Comac, qui sera donc le concurrent direct de l'Airbus A320. Bon, ça n'empêche que les grandes entreprises sont présentes en Chine. Par contre, les PME, les petites et moyennes entreprises, alors là, très peu sont celles qui veulent prendre le risque d'aller s'installer en Chine aujourd'hui, parce que beaucoup y ont laissé des plumes, si j'ose dire. Merci beaucoup Philippe Lecor pour votre éclairage très instructif. Merci également Antoine Mondaz également pour votre éclairage riche d'enseignements. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous alors que débute donc demain mercredi la visite d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen en Chine chez Xi Jinping.